L'idée que nous nous faisons de l'âge de pierre et des humains de l'époque ressemble souvent à ça. Des gaillards sauvages et arriérés qui, bien sûr, manient des cailloux à tout va. Rien à voir avec nous, êtres humains modernes, qui utilisons des ordinateurs, construisons des métropoles et allons sur la Lune. Mais sommes-nous si différents de nos ancêtres? Sommes-nous réellement plus intelligents? Faisons une expérience de pensée. Imaginons que des humains de l'âge de pierre effectuent un voyage dans le temps pour nous rejoindre. Comment s'en sortiraient-ils à notre époque? Si on parle d'humains qui vivaient il y a 50 000 ans ou même 100 000 ans, je pense qu'ils pourraient s'en tirer pas trop mal. De quoi l'homme de Cro-Magnon était-il réellement capable? Possédait-il déjà les mêmes capacités cognitives que nous? Ou bien nos cerveaux sont-ils plus performants que ceux de nos ancêtres? Notre vie quotidienne moderne est exigeante. Nous devons diriger notre vélo ou notre voiture dans le trafic, respecter de nombreuses règles et éviter les collisions. Nous devons constamment effectuer des tâches abstraites et évaluer si ce que nous voyons est réel. Nous avons développé la société la plus complexe jamais vue chez les animaux. Les humains de l'âge de pierre ne connaissaient ni les ordinateurs, ni le code de la route. Navigueraient-ils malgré tout aussi bien que nous dans notre quotidien? Le terme « âge de pierre » est très vaste. Il englobe 2 à 3 millions d'années et concerne une douzaine d'espèces. Il est donc difficile de généraliser. En revanche, on peut affirmer qu'aucune espèce humaine éteinte n'a jamais disposé de capacités cognitives, sociales et technologiques comparables, même de loin, aux nôtres, celles d'Homo sapiens. Commençons notre expérience de pensée ainsi. Utilisons l'ADN d'un humain de l'âge de pierre pour créer un clone. Un bébé de l'âge de pierre, mais qui grandirait à notre époque. Je suis pas sûr que techniquement ça soit complètement impossible, hein. Ok, mais ça restera juste une expérience hypothétique, promis. Si un enfant de l'âge de pierre grandissait à notre époque, serait-il capable d'utiliser toute notre technologie? Ou serait-il complètement dépassé? Je pense que si on amenait dans le présent un humain du passé plus ou moins lointain, dans une certaine mesure, il arriverait à s'adapter. Jusqu'à quel point? Difficile à dire. Il faudrait pour cela disposer de ce clone. Il faut donc aborder la question différemment. Les humains de l'âge de pierre ont tout de même laissé des indices derrière eux. Des os, des outils, des œuvres d'art. Tous ces vestiges peuvent nous renseigner sur l'intelligence des différentes espèces de cette époque et sur les prédispositions qu'elles nous ont transmises. Commençons par le commencement. À l'aube de l'âge de pierre, il y a plus de 3 millions d'années, vivait le pré-humain, appelé Australopithèque. Aurait-il pu apprendre à se servir d'un ordinateur portable? D'un point de vue purement physique, ce pré-humain ressemblait plus à un singe qu'à un humain. Et on sait que les singes, en particulier nos plus proches cousins les chimpanzés, sont très intelligents. Mais ça reste très insuffisant pour un travail de bureau, n'est-ce pas? Ils peuvent apprendre à utiliser des claviers avec des caractères simples. C'est ce qui a été fait lors d'expériences. En revanche, apprendre une écriture alphabétique comme la nôtre, aucune chance. Et il leur manque tout le côté multitâche. Mais qu'en serait-il du pré-humain? Aurait-il de meilleures chances sur le marché du travail que le singe? En tout cas,
une différence décisive apparaît chez lui, qui va déclencher une véritable révolution cognitive, la bipédie. Elle émerge en Afrique de l'Est, alors que les forêts tropicales denses cèdent progressivement la place à la steppe sèche. À mesure que les arbres se font de plus en plus clairsemés et qu'il faut parcourir de grandes distances pour trouver le prochain groupe d'arbres, la marche debout se révèle très avantageuse. Le préhumain doit parcourir de longues distances pour trouver de la nourriture. Sur 2 pattes, l'exercice est moins fatigant que sur 4, et les mains sont libres pour mettre les provisions à l'abri. Un atout de taille. Le chimpanzé peut aussi marcher sur 2 pattes, mais seulement si c'est nécessaire. Alors quel est le rapport entre la bipédie et le développement cognitif de l'humain? Voilà ce qu'il en est. Chez le singe, c'est la poitrine qui doit supporter le poids des organes. Chez l'humain, c'est le bassin. Mais pour cela, l'ouverture du bassin doit se rétrécir afin de supporter le poids. Évidemment, ça limite la taille de la tête des bébés au moment de la naissance. Alors, pour donner un ordre d'idée, chez un singe comme un macaque, par exemple, à la naissance, le cerveau fait à peu près 70% de la taille de l'adulte. Si on avait à la naissance un cerveau qui représenterait 70% de la taille adulte, voilà à peu près ce que ça donnerait, hein, si on gonfle un ballon de cette taille-là. Ça ne passe pas. Ce qui s'est passé au cours de l'évolution humaine, c'est qu'il y a eu une réduction progressive de la taille du cerveau des bébés, qui ne représente plus que à peu près 1/4 de la taille de l'adulte, quelque chose comme ça. Et ça peut passer à travers un bassin humain au moment de la naissance. Les nouveau-nés humains ont donc un cerveau très immature. Ils ont besoin d'aide dès la naissance et ne se développent que très lentement. Alors que les singes et autres quadrupèdes gambadent peu après leur venue au monde, nous restons longtemps couchés sur le dos à agiter nos petites jambes. À première vue, cela ne semble pas être un progrès en matière d'intelligence. Mais en réalité, derrière ces cerveaux inachevés de bébés se cache une recette à succès. Notre ordinateur interne, si je peux dire, dès le début de son développement, va voir son câblage modifié, remodelé en fonction des activités et des stimulations que les jeunes enfants reçoivent de l'extérieur. Et c'est probablement une des explications de notre complexité cognitive. Prenons l'apprentissage de la parole. Les humains ont un langage complexe depuis très longtemps. Les enfants sont capables de l'acquérir facilement parce que leur cerveau est encore en phase de développement et que leurs parents leur parlent. C'est la malléabilité de notre cerveau qui nous permet d'apprendre peu à peu les ficelles de notre monde moderne. L'Australopithèque disposait-il déjà de cet avantage? Comme nous l'avons établi, ce préhumain marchait debout et possédait donc un bassin rétréci, ce qui signifie aussi des bébés au cerveau plus petit que ceux des singes. Ces préhumains pourraient-ils aujourd'hui apprendre à rédiger un email, par exemple? Taper sur un clavier, peut-être que oui. Je ne sais pas s'il y arriverait avec ses 10 doigts. J'en doute, ne serait-ce que pour une question de cerveau. Car un cerveau inachevé à la naissance ne fait pas de miracle non plus. Il ne constitue qu'une première étape. Autre détail, et pas des moindres, nos cerveaux actuels prennent beaucoup de temps pour arriver à maturité. Il y a une période d'augmentation de taille jusque vers 5-6 ans, qui est l'âge auquel le cerveau a atteint pratiquement sa taille adulte. Mais il continue pendant très longtemps à y avoir un remodelage, un remaniement de la connectivité du cerveau jusque dans l'adolescence et après. Au total, il faut environ 20 ans pour que notre cerveau humain arrive à complète maturité. Chez le chimpanzé, en revanche, cela ne prend que 13 ans. Et ce n'était sans doute guère plus long pour l'Australopithèque, malgré son cerveau légèrement plus petit à la naissance. Les jeunes australopithèques disposaient donc de moins de temps que les enfants d'aujourd'hui pour apprendre des activités complexes. Et il y a encore une différence décisive.
cette fois au niveau du cerveau adulte. L'Australopithèque possédait un cerveau d'un volume de 3 à 400 cm3, à peu près comparable à cette orange. Un volume très similaire à celui du cerveau des chimpanzés, gorilles ou orang-outans actuels. Le cerveau d'Homo sapiens, quant à lui, avait une taille comprise entre 1300 et 1400 cm3, c'est-à-dire comparable à ce chou-fleur. Un cerveau de la taille d'une orange offre moins d'espace pour les connexions neuronales que notre chou-fleur. Malgré tout, l'Australopithèque savait déjà se servir d'outils, toutefois rudimentaires. Il cassait par exemple des noix avec des pierres brutes. Un premier indice d'un comportement d'apprentissage intelligent. Mais certainement pas assez pour manœuvrer une voiture aux heures de pointe. Les préhumains auraient effectivement du mal à s'orienter dans notre quotidien moderne. Mais qu'en est-il si nous avançons un peu dans l'histoire de l'évolution? Il y a environ 1,9 million d'années, l'humain préhistorique Homo erectus s'est développé en Afrique du Sud. Le cerveau de cet humain de l'âge de pierre serait-il plus apte? Homo erectus avait un cerveau d'un volume comparable à celui de ce brocoli. On parle d'environ 800 à 1000 cm3. Cependant, malgré la différence entre les espèces, de nombreux individus présentent des valeurs qui se recoupent avec celles des humains actuels. On peut donc imaginer que la taille du cerveau de certains individus du genre Homo erectus était comparable à celle de nombreux humains modernes. Un cerveau de la taille d'un brocoli? Plutôt pas mal. Donc si on clonait un Homo erectus, il serait sûrement assez intelligent pour vivre à notre époque, non? Après tout, Homo erectus a été le premier humain à s'installer dans toute l'Afrique. Il a également colonisé l'Asie et l'Europe à une vitesse étonnante. Quelle était l'intelligence de cet humain préhistorique pour parvenir à tout cela? Et comment son cerveau a-t-il pu grandir à une telle vitesse? Homo erectus a littéralement posé la première pierre de l'édifice. Il y a environ 1,8 million d'années, on a commencé à créer ce qu'on appelle des bifaces, qui sont des outils en pierre taillés des deux côtés. Ils étaient travaillés en surface pour présenter des arêtes de coupe belles et stables. Ça marche assez bien, comme vous pouvez voir. Pas de problème pour découper. Voilà. Dans la pratique, des outils de cette taille-là servaient probablement en plus à démembrer des animaux, à dégrossir, si je peux dire, la carcasse. Contrairement à nous aujourd'hui, Homo erectus n'avait pas toujours de la nourriture à portée de main. Avec un biface, il pouvait découper de gros morceaux de viande sur les animaux morts. Et ce surplus de viande a révolutionné son cerveau. Mais pourquoi ? Parce que le cerveau est un organe qui est extrêmement coûteux en énergie. 20% de mon petit déjeuner est en train d'être consommé par mon cerveau qui ne représente que 2% du poids de mon corps. Et donc, on a, depuis au moins 2 millions d'années, le passage vers une alimentation où les graisses animales prennent de plus en plus d'importance. Il faut dire qu'elles sont plus caloriques que les fruits et les bourgeons de l'époque. Aujourd'hui, nous cultivons des plantes riches en calories qui nous permettent d'alimenter notre cerveau, même sans viande. La situation était différente chez les humains préhistoriques. Une consommation accrue de viande leur a permis de développer des cerveaux plus volumineux. Et c'est ainsi qu'Homo erectus a pu vivre en groupe plus important, ce qui demande de la ressource. Il ne s'agit pas seulement de rencontres directes du type « est-ce que je connais ces personnes ou pas ?», mais plutôt « que s'est-il passé avec telle personne au cours des dernières années ? Comment dois-je l'évaluer ? Que puis-je attendre d'elle ? Comment dois-je l'aborder ?» Toute cette gamme entre en jeu lorsque les relations sociales augmentent. Puis-je avoir confiance en mon interlocuteur pour partager équitablement le butin de chasse avec moi alors que je suis en train d'allumer un feu, par exemple ?
Homo erectus est sans doute le premier à devoir prendre des décisions complexes et à avoir pour cela besoin de règles sociales. Plus son cerveau grandit, plus il peut collaborer avec les autres, ce qui lui permet de fabriquer des outils plus sophistiqués. Mieux les choses se passent, et plus le groupe a de facilité à nourrir des cerveaux encore plus grands. Un vrai cercle vertueux. Il faut donc considérer ces trois éléments, la complexité cognitive du cerveau, la complexité sociale et la complexité technologique, comme un système unique qui a évolué au fil des 2 derniers millions d'années et qui est particulièrement marqué chez Homo sapiens au cours des 200 000 dernières années. Mais l'écart entre humains préhistoriques et humains modernes est-il encore si grand? Une expérience de l'anthropologue américaine Shelby Putt apporte des éléments de réponse. La scientifique a enseigné à des volontaires à fabriquer des bifaces tranchants, comme le faisait Homo erectus il y a des millions d'années, en détachant des éclats de manière ciblée. Au cours de ce travail, l'activité cérébrale des sujets a été mesurée. Résultat, lors de la fabrication d'un biface, les mêmes régions du cerveau sont activées que pendant la pratique du piano, par exemple. Si les processus cognitifs mobilisés lors de la fabrication d'un biface et de la pratique musicale sont si proches, Homo erectus pourrait-il devenir un pianiste célèbre aujourd'hui? Homo erectus est tout à fait capable de manipuler 2 objets différents ensemble. Peut-il le faire avec tout le doigté de n'importe quel virtuose de la musique d'aujourd'hui? Sans doute pas. Il n'existe en effet aucune preuve qu'Homo erectus ait jamais joué d'un quelconque instrument de musique. Le premier instrument connu de l'humanité, une flûte en os, date de bien plus tard, alors que l'humain préhistorique a disparu depuis longtemps. Un clone d'Homo erectus ne pourrait donc sans doute pas faire partie d'un orchestre. Il n'a jamais dépassé le stade de l'utilisation des bifaces. Lances, arcs et flèches, tout cela lui était encore étranger. Tout comme la précision de notre langage actuel. Probablement, chez des Homo erectus qui vivaient il y a assez longtemps, on a un proto-langage pour parler d'ici et maintenant, mais un langage où il n'y ait pas de futur, de conditionnel, pour parler de choses qui n'existent pas, qui pourraient exister, qui existeront plus tard. Imaginons un peu. Nous voulons planifier des vacances avec nos amis, mais nous ne pouvons parler que de choses qui se trouvent ici et maintenant, juste devant nous. Voilà qui compliquerait pour le moins l'organisation. Homo erectus serait donc complètement dépassé dans notre monde. N'est-ce pas? Moi, je pense évidemment, il pourrait survivre et il pourrait, dans une certaine mesure, s'adapter à notre modernité. Mais je ne pense pas qu'un Homo erectus d'il y a 1,5 million d'années deviendrait aussi facilement que ça professeur au Collège de France. Mais pourquoi pas? Après tout, son cerveau est déjà quasiment aussi gros que le nôtre. Il est vrai que si seule la taille comptait, les cachalots seraient les êtres vivants les plus intelligents de la Terre, leur cerveau étant 7 fois plus grand que le nôtre. Mais les cachalots en utilisent la majeure partie pour coordonner leur corps gigantesque, et non pour réfléchir. La taille ne fait pas tout. Il faut jeter un œil à l'intérieur des cerveaux, à leur structure. Et là, on constate une évolution d'Homo erectus à Homo sapiens, apparue en Afrique il y a environ 300 000 ans. C'est l'espèce à laquelle nous appartenons, nous, les humains d'aujourd'hui. À peu près à la même époque, l'homme de Néandertal est arrivé en Europe. Ces 2 spécimens, l'Homo sapiens primitif et l'homme de Néandertal, étaient-ils aussi intelligents que nous, les humains d'aujourd'hui? Les Néandertaliens ont souvent été considérés comme bêtes. On les a dépeints autrefois comme pratiquement des hommes singes, des formes très primitives. Je dois dire qu'aujourd'hui, la mode est plutôt en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à les voir comme juste
des hommes d'aujourd'hui, mais qui auraient vécu à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Le cerveau des Néandertaliens, tout comme celui des premiers Homo sapiens, était aussi gros que celui des humains actuels. Alors y avait-il des différences de structure? Les moulages fossiles permettent de le savoir. Ils montrent quelle région du cerveau occupait le plus de place chez l'homme de Néandertal et Homo sapiens. On sait que chez l'humain moderne, cette zone, appelée lobe pariétal, est en moyenne nettement plus développée. Elle est responsable de nombreuses facultés. Notre attention, par exemple. La partie supérieure en particulier est liée au contrôle visuospatial, c'est-à-dire à la capacité d'orienter notre corps dans l'espace et de développer une imagination visuelle. En plus de l'attention focalisée et de la représentation spatiale, le cerveau d'Homo sapiens rend possible une troisième capacité essentielle, la motricité fine. Qu'en était-il chez Néandertal? Certains chercheurs estiment que les Néandertaliens avaient un lobe occipital plus développé, c'est-à-dire la zone située ici, dans la région postérieure. Elle est responsable de la vision. Les Néandertaliens avaient donc probablement une meilleure vision que nous. Imaginons cela dans un cabinet d'architecture. Homo sapiens peut aisément se représenter la construction d'un nouveau bâtiment et tracer de belles esquisses. Son attention reste focalisée. Néandertal, en revanche, manque d'imagination et se laisse facilement distraire. Ce n'est pas comme ça qu'il deviendra une star de l'architecture, mais au moins, il peut distinguer ses esquisses rudimentaires dans l'obscurité. Il en a été de même à l'âge de pierre avec les peintures rupestres. Chez Homo sapiens, on constate d'énormes progrès lorsqu'il s'agit de représenter quelque chose. Du côté des Néandertaliens, on n'a souvent que des symboles simples qui montrent un certain motif graphique. Il n'y a que chez Homo sapiens qu'on trouve des représentations figuratives. Ça semble être une évolution très particulière qu'on observe chez aucune autre espèce jusqu'à présent. Et par la suite, cela progresse relativement vite. Une véritable explosion de force créatrice. Les premières statues figuratives en ivoire de mammouth ont été découvertes dans le Jura souabe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Elles ont été sculptées il y a un peu plus de 40 000 ans, alors qu'Homo sapiens était déjà présent en Europe. Au fil du temps, Homo sapiens a construit des bâtisses, créé de l'art et fondé des civilisations dans le monde entier, sans parler des inventions qui lui ont permis d'asservir la planète. Néandertal, en revanche, a disparu. Il n'a laissé qu'une vague empreinte dans le patrimoine génétique des humains actuels, de l'époque où il a rencontré Homo sapiens et s'est par moments mélangé avec lui. Mais pourquoi Homo sapiens a-t-il développé son pouvoir créatif de la sorte? L'humain moderne s'est effectivement mis à l'art lorsque les différentes espèces se sont rencontrées. Parce que rencontrer d'autres groupes d'humains peut donner envie d'expliquer le monde autrement. Néandertaliens et Homo sapiens ont pris conscience de leurs différences. Cela a pu ébranler leur vision du monde, au point peut-être d'avoir besoin de développer de nouveaux repères grâce à l'art et au rituel. Chanter des chansons, créer des symboles et des styles vestimentaires communs, tout cela renforce l'imaginaire collectif et la cohésion du groupe. Pour Homo sapiens, ces identités de groupe sont plus importantes que pour tout autre être vivant. Car contrairement à l'homme de Néandertal, il évolue depuis longtemps au sein de très grandes sociétés. Et pour vivre en paix, ses membres doivent se considérer comme une communauté. Il est possible que le choc culturel avec les Néandertaliens, survenu il y a un peu plus de 45 000 ans, n'ait été qu'une dernière impulsion dans la longue évolution qui a mené à notre société très complexe. Et donc on aime bien l'idée que, quelque part dans le passé, à un certain moment, est apparu un homme véritable, qui serait un homme comme l'homme actuel. Et ça, en fait, c'est une fiction totale. En réalité, si on regarde notre espèce, Homo sapiens, eh bien, on se rend compte que, bon, sur 300 000 ans au cours duquel on connaît des représentants de notre espèce, bah, l'évolution ne s'est jamais arrêtée.
Néandertal ne serait donc pas le seul à avoir du mal à se faire employer dans un bureau. L'Homo sapiens d'il y a 300 000 ans n'aurait sans doute pas non plus gravi les échelons. Est-ce qu'un homme qui a 300 000 ans serait capable de gérer mon budget ou de gérer le budget de mon équipe de recherche? Je n'en suis pas sûr. À partir de quand Homo sapiens a-t-il présenté les dispositions cognitives qu'il possède aujourd'hui? À un moment donné, il y a environ 50 à 80 000 ans, une anatomie moderne du cerveau commence à émerger, en même temps qu'une complexité technologique moderne se met en place. C'est à cette période que la structure actuelle du cerveau humain s'est développée et s'est imposée dans le monde entier. Le clone d'un être de cette époque serait-il encore différent de nous? On ne remarquerait plus aucune différence. Il se débrouillerait tout simplement de manière normale. Notre conclusion pourrait donc être la suivante. Tous les humains de l'âge de pierre n'étaient pas plus stupides que nous, seulement certains. Le cliché de l'homme de Néandertal serait-il finalement vrai? Ça, c'est vraiment une question qui vous intéresse. Hein. Non, il n'était pas plus stupide. Ce n'est pas le terme approprié, parce qu'il était parfaitement adapté à ses conditions à lui. C'était des chasseurs qui ont survécu pendant des centaines de milliers d'années en Europe, parfois dans des conditions assez difficiles. Il est possible que les chasseurs d'hier soient devenus les athlètes d'endurance d'aujourd'hui. En fin de compte, il est peut-être injuste de mesurer les capacités des humains de l'âge de pierre aux enjeux de notre monde moderne. D'autant qu'ils semblent avoir parfaitement maîtrisé les défis de leur époque. Les Néandertaliens ont par exemple remarqué que l'écorce de bouleau devient collante lorsqu'on la chauffe. Et c'est avec cette colle qu'ils ont construit des lances à pointe de pierre suffisamment efficaces pour tuer un mammouth. Ce qui compte, c'est de savoir si une espèce peut résoudre des problèmes assez longtemps pour réussir à se reproduire. C'est la seule chose qui importe vraiment à l'échelle de l'évolution. Même si notre monde actuel est confronté à des problèmes très différents de la capture des mammouths, un clone de l'âge de pierre ne serait pas complètement perdu aujourd'hui. Nous aussi, dans notre société, nous avons un très large éventail de personnes aux aptitudes très différentes. Et ce qui est particulièrement caractéristique de l'humain d'aujourd'hui, c'est sa grande capacité d'intégration. Dans nos communautés aux tâches si nombreuses, n'est-il pas possible de trouver une place pour chaque talent? Si par hasard on arrivait à cloner un homme de Néandertal, ça serait un homme de Néandertal qui vivrait dans la société des Homo sapiens d'aujourd'hui. Et à mon avis, il ressemblerait beaucoup plus à un Homo sapiens d'aujourd'hui qu'à un homme de Néandertal d'il y a 50 000 ans. Ce qui caractérise un être humain, ce n'est pas seulement ce qu'il peut ou ne peut pas faire, mais aussi sa façon d'organiser sa vie et de nouer des liens sociaux. Il ne reste donc plus qu'à imaginer ce que les humains de l'âge de pierre feraient de leur vie parmi nous.